24 juillet 2000. 21 000 litres de bière se déversent sur l'asphalte brûlant de Schiltigheim. Derrière les grilles barricadées, des brasseurs en grève, la rage au ventre, menacent de faire sauter des cuves de gaz industriels. De l'Empire qui exportait des millions de bouteilles à travers le monde, véritable fierté de l'Alsace, il ne reste plus qu'un fleuve doré de désespoir et des cris de colère. Comment une usine ayant traversé plus d'un siècle d'histoire a-t-elle pu être rayée de la carte en quelques mois, exécutée par une simple décision prise dans la salle de réunion d'un géant mondial? Bienvenue à Schiltigheim, la capitale française de la bière. Voici l'histoire d'Adelshofen et le prix dévastateur d'un héritage local broyé par la machine de la mondialisation. Avant de devenir une machine industrielle broyeuse de destin, une brasserie est d'abord et avant tout une question de géographie. Sous les rues pavées de Schiltigheim, une modeste commune située à la périphérie immédiate de Strasbourg, coule un trésor invisible mais inestimable. Une nappe phréatique d'une pureté exceptionnelle. Filtrée patiemment pendant des millénaires par les roches du massif des Vosges, cette eau souterraine possède l'équilibre minéral parfait, glacé et constant, indispensable à la fermentation brassicole. C'est cet or liquide qui va sceller le destin de la région et la transformer irrémédiablement en ce que l'histoire retiendra sous le nom mythique de Cité des Brasseurs. Mais le lieu physique choisi pour ériger cet empire industriel n'est pas un simple terrain vague anonyme. Il porte en lui les fantômes d'un passé oublié. Au Moyen Âge, un village entier du nom d'Adelshofen se dressait exactement à cet endroit, avant d'être englouti par les ravages du temps, les guerres successives et l'oubli. Choisir ce nom pour baptiser une brasserie n'est pas un banal exercice commercial avant l'heure. C'est un acte d'ancrage profond. C'est l'affirmation sourde qu'ici, on ne fabrique pas seulement une boisson alcoolisée, on ressuscite littéralement l'âme d'une terre disparue. L'année 1864 marque le véritable point de bascule. Alors que la révolution industrielle redessine brutalement le paysage économique de l'Europe, la brasserie Adelshofen sort de terre. Les fondateurs visionnaires posent les premières briques rouges de ce qui deviendra très vite une forteresse incontestable du malt. Dès les premiers jours, les hautes cheminées commencent à cracher leur épaisse fumée vers le ciel alsacien. L'air de Schiltigheim s'imprègne de cette odeur si particulière. Lourde, sucrée, presque terreuse, un mélange capiteux de houblon bouilli et de grains torréfiés. Une odeur tenace qui, pendant plus de 130 ans, servira d'horloge olfactive à des milliers d'habitants. Ce qui commence comme une modeste entreprise artisanale se métamorphose à une vitesse vertigineuse sous l'impulsion du progrès mécanique et scientifique. Adelshofen adopte rapidement la technique de la fermentation basse, un procédé exigeant qui nécessite des températures froides et constantes. Pour y parvenir, des ouvriers creusent de gigantesques galeries souterraines, de véritables cathédrales de fraîcheur enfouies sous la ville, où la bière repose dans l'obscurité totale. En surface, les cuves en cuivre, rutilant, remplacent les vieux tonneaux de bois disparates. Les machines à vapeur, avec leur fracas métallique assourdissant et continu, prennent le relais des bras humains pour le brassage intensif. Adelshofen n'est plus un simple atelier. C'est un organisme vivant qui respire au rythme frénétique de ses pistons. Des chariots massifs, tirés par des chevaux de très hauts muscles saillants, quittent à la cour jour et nuit. Ils sont lourdement chargés de fûts de chêne suintant l'humidité de la cave, partant abreuver les tavernes de toute l'Alsace et bientôt, bien au-delà des frontières régionales. Au cœur de cette immense machine se trouvent les hommes. Des générations de brasseurs, de tonneliers, de mécaniciens et de chauffeurs alsaciens lient leur destin personnel à celui de l'usine. Pour ces familles, Adelshofen n'est pas qu'un simple employeur qui verse un salaire à la fin du mois. C'est une seconde maison, un pilier central de leur identité culturelle. Les secrets de l'empâtage et de la fermentation se transmettent religieusement de père en fils. À Schiltigheim, on naît à l'ombre des cheminées, on travaille dans les vapeurs de la salle de brassage et on vit au rythme des sirènes de l'usine. L'établissement devient le cœur battant de la communauté, dictant les heures de réveil, finançant les jours de fête et soutenant les familles lors des périodes de deuil. Cependant, cette ascension fulgurante et cette domination locale ne passent pas inaperçues. Le succès d'Adelshofen attire les regards envieux. Dans son sillage, la concurrence s'organise et se montre de plus en plus agressive. Schiltigheim voit d'autres géants de briques rouges s'élever littéralement de l'autre côté de la rue.
Des noms redoutables comme Fischer ou Schützenberger viennent défier l'hégémonie de la brasserie au village disparu. La ville devient un échiquier géant, étouffant, où chaque usine est une pièce maîtresse, luttant férocement pour sa survie, son approvisionnement en eau et ses parts de marché. Adelshofen s'est hissé au sommet de son art, prouvant que ses fondations étaient capables de résister aux bouleversements d'un siècle tumultueux. Mais dans le monde impitoyable de l'industrie, la prospérité est une lumière aveuglante qui attire inévitablement les prédateurs. La petite brasserie est devenue une puissance beaucoup trop séduisante pour être laissée en paix. Le piège du succès vient de se refermer. L'ombre de futures alliances stratégiques et de fusions voraces commence déjà à planer sur les toits de tuiles de Schiltigheim, annonçant silencieusement une nouvelle ère, celle où l'excellence du savoir-faire local ne suffira plus face à l'appétit insatiable des empires grandissants. L'histoire des empires industriels est rarement une longue ligne droite et solitaire. Pour survivre aux soubresauts du XXe siècle, il faut savoir s'entourer. En 1922, alors que l'Europe pense encore les plaies béantes de la Première Guerre mondiale et que l'économie continentale vacille, une décision fondatrice redessine la carte brassicole de l'Alsace. Adelshofen, consciente que l'isolement est une faiblesse face à l'industrialisation massive, scelle une alliance historique avec son grand rival et voisin immédiat, la brasserie Fischer. De cette union pragmatique naît le puissant groupe Pêcheur. Ce n'est pas une reddition, mais un pacte de sang industriel. Fischer apporte sa force de frappe logistique et commerciale, tandis qu'Adelshofen conserve son indépendance de production, son nom fier et, surtout, son intégrité artisanale. Sous ce nouveau parapluie protecteur, la brasserie du village disparu traverse les décennies, survivant à la Grande Dépression et à la Seconde Guerre mondiale, avec une résilience qui force le respect. Les décennies d'après-guerre sont celles des 30 Glorieuses, une période de croissance ininterrompue, où l'usine tourne à plein régime pour étancher la soif d'une France en pleine reconstruction. Cependant, c'est à l'aube des années 1980 que l'histoire d'Adelshofen bascule de la simple réussite régionale à la légende internationale. À cette époque, le marché européen de la bière commence à s'essouffler. Les étalages sont saturés de blondes standardisées, des bières de soif, plates et sans âme, engagées dans une guerre des prix destructrice. Pour les maîtres brasseurs de Schiltigheim, rivaliser sur le terrain du toujours moins cher est un combat perdu d'avance. Il faut une rupture, il faut une révolution sensorielle. En 1982, dans le secret des laboratoires et des salles de brassage aux murs recouverts de carrelage blanc, une équipe d'audacieux met au point une recette qui va bouleverser l'industrie mondiale des boissons. L'idée est aussi folle que géniale. Marier la tradition brassicole alsacienne avec la noblesse rugueuse des Highlands écossais. Ils importent du malt à whisky, séché au feu de tourbe, pour l'intégrer à leur brassin. Le résultat de cette alchimie porte un nom qui va résonner dans tous les bars d'Europe, l'Adelscott. Dès les premières bains gorgées, c'est un séisme. Avec sa robe ambrée aux reflets cuivrés, son arôme fumé si particulier et son taux d'alcool généreux, l'Adelscott crée, à elle seule, une catégorie inédite sur le marché mondial, la bière aromatisée au malt à whisky. Le succès n'est pas seulement commercial, il est fulgurant et culturel. L'Adelscott devient le symbole d'une génération, la boisson premium par excellence. Pour répondre à une demande qui explose de manière exponentielle, l'usine de Schiltigheim se transforme en une véritable forteresse d'or liquide. Les équipes travaillent en 3-8. Les chaudières rugissent sans interruption. Le balai des camions de livraison devient perpétuel, exportant la précieuse cargaison bien au-delà des frontières françaises. C'est l'apogée absolue. L'effervescence atteint son paroxysme en 1987, année de tous les records, où les compteurs de la brasserie s'affolent. Les lignes crachent, le volume étourdissant de 360 000 hectolitres en l'espace de 12 mois. L'argent coule à flot, les carnets de commandes débordent. À cet instant précis, Adelshofen n'est plus une simple brasserie de province. C'est une machine à imprimer des billets de banque, la perle rare et intouchable de l'industrie alsacienne. Dans l'euphorie assourdissante de ces années records, au milieu de la vapeur sucrée et du fracas régulier des embouteilleuses, un sentiment d'invulnérabilité s'installe. Pour les ouvriers d'Adelshofen, dont beaucoup représentent la 3e ou 4e génération de leur famille à franchir les grilles de l'usine,
l'équation semble d'une logique implacable. L'excellence du travail garantit la pérennité de l'entreprise. Ils croient, avec l'innocence de l'artisan, que tant que la bière sera bonne et que les ventes exploseront, leurs emplois seront sacralisés. Mais dans l'écosystème impitoyable du capitalisme moderne, à l'aube du XXIe siècle, une rentabilité exceptionnelle est la plus dangereuse des armes à double tranchant. Alors que Schiltigheim célèbre son savoir-faire, le monde autour de l'Alsace est en train de muter silencieusement. Le marché mondial de la bière entre dans une phase brutale de consolidation agressive. Les frontières s'effacent, les réglementations s'assouplissent, et les marchés financiers prennent définitivement le contrôle sur l'économie réelle. De gigantesques conglomérats multinationaux, dont les quartiers généraux sont de froides tours de verre érigées à Londres, Bruxelles ou Amsterdam, commencent à scanner la planète tels des prédateurs affamés. Leur objectif n'est plus d'inventer de nouveaux produits, mais de phagocyter la concurrence pour monopoliser les étagères des supermarchés du monde entier. C'est ici que se crée la dissonance la plus tragique de cette histoire. Le miracle de l'Adel Scott, cette poule aux œufs d'or qui fait la fierté des brasseurs locaux, agit dans l'ombre comme un puissant signal de détresse pour les requins de la finance. Les cadres en costume sur mesure qui épluchent les bilans du groupe pêcheur depuis les capitales européennes ne regardent pas le patrimoine de Schiltigheim. Ils ne voient pas les briques rouges de 1864, ni les puits d'eau pure, ni les mains calleuses des ouvriers. Ils ne voient qu'une ligne sur un tableau Excel, un produit de niche ultra rentable, une marque prestigieuse, Adel Scott, qui dégage des marges bénéficiaires colossales. Les rumeurs commencent à bruisser dans les couloirs et les tavernes. La petite musique de la mondialisation se fait entendre, d'abord lointaine, puis de plus en plus insistante. Les grands groupes ne tolèrent pas qu'une pépite indépendante puisse générer autant de valeur en dehors de leur giron. Le groupe pêcheur, malgré son succès historique, commence à réaliser qu'il est beaucoup trop petit pour lutter dans cette nouvelle cour des miracles financiers, mais paradoxalement, il est devenu beaucoup trop riche pour être ignoré. Le piège doré vient de se refermer. En ayant créé un produit révolutionnaire et en atteignant des sommets de production vertigineux, Adelshoffen a signé, sans le savoir, l'arrêt de mort de son indépendance. Le succès de la brasserie n'est pas devenu son bouclier, il est devenu sa cible. Au loin, sous le ciel gris des Pays-Bas, une pieuvre aux tentacules verts, géante et insatiable, a déjà fixé son regard froid sur l'or ambré d'Alsace. Les loups sont à la porte de Schiltigheim, et l'âge d'or est sur le point de percuter de plein fouet le mur de la rentabilité globale. L'année 1996 ne se contente pas d'imposer un simple changement de direction pour la brasserie Adelshoffen. Elle signe l'arrêt de mort d'une époque industrielle tout entière. L'âge des brasseries indépendantes, ces entreprises patriarcales, solidement enracinées dans leur terroir et fonctionnant comme des familles élargies, touche définitivement à sa fin. Sur le vaste échiquier mondial, une véritable guerre d'usure et de conquête a commencé. Les mastodontes de l'industrie agroalimentaire, disposant de capitaux massifs et de stratégies impitoyables, dévorent les acteurs régionaux avec une faim insatiable. Leur but n'est pas de créer de nouvelles recettes, mais de consolider leur monopole en absorbant les parts de marché et en éliminant la concurrence. Le groupe pêcheur, qui protège jalousement Fischer et la précieuse usine Adelshoffen, constitue une proie de choix. Avec son fleuron aromatisé et son bastion territorial alsacien incontesté, l'entreprise attire le regard froid et calculateur de la plus grande pieuvre brassicole d'Europe, le géant néerlandais Heineken. L'annonce de cette acquisition colossale tombe comme un couperet au début de l'année. Pour les ouvriers d'Adelshoffen, l'onde de choc qui traverse les ateliers de brassage laisse très rapidement place à une machinerie de communication corporatiste minutieusement orchestrée. L'objectif est clair, anesthésier les angoisses immédiates et étouffer toute forme de panique sociale. Les discours officiels déployés sont fluides, lisses et d'apparence bienveillante. Des cadres dirigeants dépêchés depuis Amsterdam se tiennent devant les employés locaux et jurent solennellement que ce rachat n'a rien d'une OPA hostile. Empruntant le vocabulaire clinique des fusions-acquisitions, ils parlent de partenariat stratégique, de synergie de groupe et d'une formidable opportunité de développement international. Par-dessus tout, ils promettent de sanctuariser le patrimoine unique de Schiltigheim,
Sur le papier glacé des dossiers de presse et des mémos internes, le tableau est idyllique. Les brasseurs alsaciens sont subtilement invités à croire qu'en intégrant le deuxième plus grand empire de la bière au monde, ils viennent de se doter d'une armure indestructible contre les crises économiques qui ravagent le secteur. L'heure est aux poignées de main appuyées devant les flashs des journalistes locaux et aux signatures de documents paraphés dans l'allégresse de façade. Les engagements oraux fusent. On garantit la pérennité totale de l'emploi, la préservation de l'outil de production historique et le respect absolu du savoir-faire artisanal qui fait battre le cœur de l'usine. Dans l'obscurité fraîche des caves de garde, le processus de fermentation continue son cycle immuable et la puissante odeur de céréales chaudes réussit un temps à masquer les doutes naissants. Le pacte est scellé. Adelshofen pense avoir trouvé un sanctuaire dans le ventre du prédateur. Pourtant, dans les sphères stratosphériques de la finance globale, une promesse n'est qu'une ligne temporelle, vite effacée par les exigences de rentabilité actionnariale. Les sourires cordiaux des directeurs cachent une vérité cruelle que l'histoire industrielle répète inlassablement. Une multinationale ne rachète jamais un concurrent direct pour cultiver son romantisme régional. Elle l'achète pour rationaliser ses marges, s'emparer de ses canaux de distribution et surtout pour avoir le droit de vie ou de mort sur ses lignes de production. Pour Adelshofen, cette période de soulagement initial n'est qu'un mirage. C'est le silence lourd et pesant qui précède inévitablement la tempête destructrice. Il ne faut que quelques mois pour que le vernis des belles déclarations commence à se fissurer, révélant la mécanique implacable qui se met en marche. La dissonance, ce décalage insidieux entre les discours d'apaisement d'hier et la réalité brutale d'aujourd'hui, s'installe d'abord par des détails presque imperceptibles pour l'extérieur, mais douloureusement évidents pour ceux qui vivent entre les murs de briques rouges. La rupture s'opère d'abord visuellement, au niveau de la grande grille d'entrée. Les magasiniers et les équipes de sécurité, habitués au défilé chaleureux des fournisseurs locaux et des chauffeurs routiers de la région, assistent à l'apparition régulière, presque militaire, de berlines sombres arborant des plaques d'immatriculation néerlandaises. Des hommes stricts en costume de ville, qui ne parlent pas un mot de dialecte alsacien et qui n'ont manifestement jamais supporté la chaleur étouffante d'une salle de brassage, arpentent désormais les couloirs avec des porte-documents et des classeurs d'audit. L'atmosphère se crispe. Ces émissaires ne viennent pas vérifier la densité du mou ou la couleur de la mousse. Ils inspectent les compteurs d'énergie, mesurent les espaces vides dans les entrepôts, chronomètrent les temps de pause et épluchent chaque ligne des registres de maintenance. Le centre de gravité du pouvoir a été silencieusement amputé. Les décisions vitales ne se prennent plus dans les bureaux familiers de Schiltigheim, où la direction locale pouvait autrefois entendre le cliquetis des bouteilles. Le commandement est désormais exercé à 800 km de distance, depuis un gratte-ciel anonyme d'Amsterdam. Le savoir-faire empirique, l'intuition du maître brasseur transmise depuis 1864, se heurte brutalement à la tyrannie déshumanisée des tableurs Excel. Les nouveaux propriétaires exigent une standardisation extrême. L'ordre est donné de réduire les coûts opérationnels de façon drastique, de rationaliser au scalpel une logistique jugée archaïque et d'imposer des normes de groupe à un outil de travail dont l'identité reposait justement sur son atypisme. La tension devient quotidienne et étouffante. Sur les chaînes d'embouteillage, les anciens employés perçoivent clairement que l'âme de leur métier est en train d'être aspirée. Le géant néerlandais impose ses fournisseurs, ses logiciels, ses méthodes de gestion des ressources humaines, balayant d'un revers de main un siècle et demi de culture d'entreprise. On commence à parler de flexibilité, d'optimisation des effectifs et de synergie redondante. Le jargon glacé qui annonce toujours les sacrifices à venir. Pour les travailleurs, la fierté d'antan cède la place à un stress lancinant. Le sentiment viscéral d'appartenir à une grande famille unie s'effondre. Ils comprennent, avec une clarté glaçante, qu'ils ne sont devenus qu'une simple variable d'ajustement, un centre de coûts sur une cartographie globale. L'ombre de la mondialisation s'est abattue sur Schiltigheim. Les véhicules hollandais stationnés dans la cour intérieure ne sont plus de simples auditeurs. Ils sont les architectes d'une lente dépossession. Le piège de l'absorption s'est totalement refermé et les brasseurs réalisent avec amertume que les clés de leur propre maison
ont été définitivement confisqués par des mains étrangères. Dans la logique implacable des multinationales, une usine n'est qu'un contenant. Seule la marque qu'elle produit possède une valeur intrinsèque. Pour les dirigeants basés à Amsterdam, le diagnostic stratégique concernant le site de Schiltigheim est d'une froideur chirurgicale. Ils n'ont pas déboursé des millions pour acquérir un bâtiment en briques du 19e siècle ou pour entretenir une main-d'œuvre locale fière de ses traditions. Ils ont acheté une recette, une part de marché, un nom, l'Adel Scott. Et très vite, une question cynique se pose dans les conseils d'administration. Pourquoi continuer à faire tourner une usine vieillissante au cœur d'une ville alsacienne, alors que la production de ce précieux liquide pourrait être transférée vers des complexes industriels ultra-modernes, gigantesques et infiniment plus rentables, déjà détenus par le groupe? La réponse à cette question se traduit par l'une des manœuvres les plus brutales de l'histoire industrielle de la région. Le démantèlement ne commence pas par des licenciements, mais par un vol d'identité d'une violence inouïe. Un matin, les ordres de production affichés dans les bureaux des chefs d'atelier de la brasserie Adelshofen subissent une altération qui fait l'effet d'une onde de choc. Les volumes de brassage de l'Adelscott, la fierté absolue de l'usine, la création même de ses murs, sont drastiquement amputés. Puis, rapidement, l'ordre tombe de transférer la majeure partie et bientôt la totalité de cette ligne de production ultra lucrative vers d'autres sites du groupe. Pour les maîtres brasseurs, le traumatisme est viscéral. C'est ici, dans ces mêmes cuves en cuivre, que la délicate alchimie du malt à whisky avait été pensée, testée, ratée, puis sublimée. C'est leur bébé. Observer le transfert de cette production revient à assister au pillage de leur propre héritage. Sur les quais de chargement, le balai habituel change de nature. Ce ne sont plus seulement des palettes de bière premium qui partent pour conquérir l'Europe, ce sont les ingénieurs de la maison mère qui viennent étudier, copier, puis délocaliser les réglages spécifiques des machines. La ligne Adelscott est littéralement arrachée à sa terre natale. Le silence qui s'installe sur les convoyeurs autrefois dédiés à cette bouteille ambrée n'est pas un simple arrêt de production. C'est le bruit d'une artère vitale que l'on vient de sectionner. L'usine, amputée de sa création la plus prestigieuse et de son unique moteur de rentabilité, se retrouve soudainement transformée en une coquille vide, désorientée et atrocement vulnérable. Mais la nature a horreur du vide et l'optimisation industrielle également. Une usine à l'arrêt coûte de l'argent. Il faut donc faire tourner les machines de Schiltigheim, mais à quelles conditions? C'est ici que la stratégie de la multinationale dévoile toute sa perversité. Pour compenser le départ de la ligne premium, la direction impose à Adelshofen de nouveaux cahiers des charges. Les ouvriers doivent désormais brasser et embouteiller des bières bas de gamme, des marques de distributeurs, MDD, destinées aux étagères les moins chères des hypermarchés. La métamorphose est humiliante. Les ingrédients nobles sont remplacés par des matières premières standardisées, achetées au rabais. Le temps de garde, ce repos sacré qui donne son corps à la bière, est raccourci au maximum pour accélérer la cadence. Les brasseurs alsaciens, autrefois considérés comme des artisans de haut vol, sont rabaissés au rang de simples exécutants d'une production de masse sans âme. Pourtant, dans la chaleur étouffante des ateliers, les hommes continuent de transpirer. Les machines tournent à plein régime, les bouteilles s'entrechoquent sur les chaînes de convoyage, les camions entrent et sortent. En apparence, l'usine vit. Mais sous la surface, un poison financier mortel est en train de se diffuser. La production de bière bon marché génère des marges bénéficiaires microscopiques, voire inexistantes. Peu importe la quantité de sueur versée par les employés, peu importe le nombre d'hectolitres crachés par les cuves. Mathématiquement, l'usine ne peut plus gagner d'argent. Les bilans comptables, autrefois flamboyants grâce à l'Adelscott, virent inexorablement au rouge. Dans les salles de pause, l'atmosphère s'alourdit d'une paranoïa justifiée. Les anciens de l'usine, ceux qui savent lire entre les lignes d'un rapport de production, comprennent avec effroi la mécanique de l'étau qui se resserre. Ce n'est pas une erreur de gestion, c'est une saignée préméditée. La direction n'essaie pas de sauver Adelshofen. Elle est en train de fabriquer de toutes pièces les conditions de son propre échec. En la privant de son produit phare et en l'étouffant avec des commandes non rentables, on organise méticuleusement sa faillite. Le piège est d'un cynisme parfait. Bientôt, les cadres supérieurs d'Amsterdam pourront descendre à Schiltigheim avec des dossiers remplis de graphiques plongeants et de chiffres déficitaires.
Ils pourront regarder les ouvriers dans les yeux et leur dire, avec la fausse compassion de ceux qui ont programmé le désastre, « Regardez les chiffres, votre usine n'est plus rentable. Nous n'avons pas d'autre choix. » L'alibi du déclin financier est en place. Adelshoffen n'est plus qu'un condamné à mort qui marche vers l'échafaud, ignorant encore la date exacte de son exécution. Mais dans l'air saturé d'humidité de la brasserie, tout le monde sent que le couperet est déjà levé. Le jeudi 13 avril 2000 se lève sur Schiltigheim avec la douceur trompeuse d'un matin de printemps alsacien. Le ciel est d'un bleu limpide, balayé par une brise légère, et les premiers rayons du soleil viennent réchauffer les briques rouges centenaires de la brasserie Adelshoffen. À l'intérieur de l'enceinte, rien ne laisse présager que cette journée s'inscrira comme l'une des plus sombres de l'histoire industrielle locale. La mécanique du quotidien est en marche, immuable, rassurante. C'est ici qu'intervient la dissonance la plus cruelle de ce récit. Le contraste saisissant entre la vitalité d'une usine en plein fonctionnement et l'ombre de la mort qui plane déjà au-dessus de ses toits. Dans la salle de brassage, la chaleur est étouffante et réconfortante à la fois. L'air est saturé par cette odeur épaisse et sucrée de malt chaud, un parfum que de nombreux ouvriers respirent depuis leur tout premier jour d'apprentissage. Malgré la perte traumatisante de leur ligne de production phare quelques mois plus tôt, et bien que les cuves ne crachent plus désormais que des bières d'entrée de gamme, la fierté ouvrière reste intacte. Les hommes en bleu de travail s'affairent autour des tuyauteries en cuivre, vérifient les manomètres, règlent les valves de pression. Les chaînes de soutirage cliquettent à un rythme hypnotique, engloutissant des milliers de bouteilles de verre dans un fracas métallique familier. L'usine respire. Elle vit. Pour les brasseurs, tant que la vapeur s'échappe des cheminées, l'espoir d'une survie, même modeste, demeure permis. Pourtant, à l'extérieur de cet écosystème bouillonnant, le décor change brusquement. Vers le milieu de la matinée, le balai habituel des camions de livraison est interrompu par l'arrivée silencieuse d'un cortège inhabituel. Des véhicules de fonction aux vitres teintées franchissent les lourdes grilles de la cour principale. Ils ne se dirigent pas vers les quais de chargement, mais s'arrêtent net devant le bâtiment administratif. Des hommes en costume sombre, les visages fermés, sortent des berlines. Ils portent des mallettes épaisses, remplies de documents juridiques et de bilans comptables imprimés à des centaines de kilomètres de là. Ils ne jettent pas un seul regard vers les immenses cuves de fermentation, ni vers les ouvriers qui, depuis les fenêtres des ateliers, commencent à observer la scène avec une boule au ventre. Le silence de ces visiteurs tranche violemment avec le vacarme industriel ambiant. La rumeur, ce murmure angoissé qui parcourait l'usine depuis des mois, se matérialise soudainement sous leurs yeux. La délégation traverse la cour d'un pas militaire. Les directeurs des ressources humaines et les envoyés du siège social pénètrent dans les couloirs administratifs avec la froide détermination d'un peloton d'exécution. Dans les ateliers, les regards se croisent. Les mains se crispent sur les outils. Le rythme cardiaque de l'usine semble soudain s'accélérer, non par la force des machines, mais par la montée de l'adrénaline et de la peur. Les visiteurs s'approchent dans des lourdes portes battantes qui séparent les bureaux du cœur de la production. À l'intérieur, les moteurs tournent à plein régime. À l'extérieur, le destin de plus d'un siècle d'histoire est déjà scellé. Les mains se posent quand sur les poignets. Les portes s'ouvrent brusquement, laissant entrer l'air froid de la réalité financière dans la chaleur de la salle de brassage. L'illusion du printemps vient de voler en éclats. Lorsque les cadres dirigeants pénètrent sur le sol de l'atelier, le vacarme des machines semble s'estomper, étouffé par une tension asphyxiante. Les chaînes sont mises à l'arrêt. Le silence qui s'abat alors sur la brasserie Adelshoffen est d'une violence inouïe. C'est un silence contre nature, un vide sonore absolu qui résonne comme le glas d'un enterrement. Les ouvriers, les mains encore poisseuses de mou, sont rassemblés à la hâte. Le discours qui suit est bref, clinique, expurgé de toute émotion humaine. Les mots résonnent contre les murs de carrelage blanc avec une précision chirurgicale. On parle de surcapacité de production au niveau européen, de nécessité de rationalisation, d'une conjoncture économique défavorable. Le jargon de la mondialisation se déploie dans toute sa brutalité stérile pour annoncer l'impensable. La fermeture définitive et irrévocable du site de Schiltigheim. La sentence vient de tomber. Il n'y aura pas de plan de sauvetage. Il n'y aura pas de restructuration partielle.
La machination financière entamée des années plus tôt vient d'atteindre son objectif final. Le piège de la non-rentabilité, soigneusement orchestré en vidant l'usine de ses produits de valeur, sert aujourd'hui d'alibi parfait pour justifier cette exécution sommaire. Un chiffre claque dans l'air lourd de l'atelier, s'imprimant au fer rouge dans la mémoire collective. 101. 101 emplois supprimés. Ce ne sont pas de simples lignes biffées sur un registre de paie. Ce sont 101 pères de famille, des hommes de 50 ans qui n'ont jamais connu d'autre métier que celui de brasseur. Ce sont des techniciens dont le savoir-faire ultra spécialisé n'a aucune valeur marchande en dehors de ces murs. Pour eux, perdre leur emploi à Adelshofen ne signifie pas seulement perdre un salaire, c'est se voir amputé de leur identité, de leur fierté et de leur place dans la communauté alsacienne. L'onde de choc est dévastatrice. Dans les premiers instants, c'est la sidération qui prédomine. Des hommes aux épaules larges, capables de soulever des fûts de plusieurs dizaines de kilos, accusent le coup, les larmes aux yeux, le regard perdu dans le vide. La trahison est totale. Ils se souviennent des poignées de main rassurantes lors du rachat, des promesses de maintenir le patrimoine, des assurances solennelles que leur travail exceptionnel garantirait leur avenir. Tout n'était que mensonge, une simple transition calculée vers le démantèlement. Mais très vite, alors que les hommes en costume tournent les talons pour regagner leur véhicule de fonction, abandonnant les ouvriers à leur désespoir, la tristesse se mue en une autre émotion, plus sombre, plus brûlante. Dans l'air chargé d'humidité, le regard des travailleurs glisse vers les immenses cuves d'ammoniac et de gaz industriels qui jouxtent les lignes de production. L'abattement cède lentement la place à la rage, une colère sourde, profonde, celle des hommes à qui l'on a tout pris et qui, par conséquent, n'ont plus rien à perdre. Le communiqué officiel vient d'être affiché sur le panneau syndical, mais les dirigeants d'Amsterdam ignorent encore une chose fondamentale. On n'enterre pas un siècle et demi d'histoire brassicole avec un simple bout de papier. La véritable guerre ne fait que commencer, et l'été qui approche promet d'être incandescent. L'été de l'an 2000 s'abat sur l'Alsace avec une chaleur écrasante, mais à Schiltigheim, la véritable fournaise ne vient pas du ciel. Elle couve derrière les hauts murs de briques rouges de la brasserie Adelshofen. Depuis l'annonce brutale de la fermeture en avril, le choc initial s'est mué en un ressentiment profond, toxique, qui a lentement empoisonné chaque couloir de l'usine. Les 101 ouvriers condamnés ont continué à faire tourner les machines pendant quelques semaines, avec le professionnalisme tragique des condamnés à mort qui nettoient leurs propres cellules. Mais en ce mois de juillet, la rupture est consommée. L'injustice est devenue trop lourde à porter. Le mouvement de grève éclate avec la fulgurance d'un incendie de forêt. Ce n'est pas un simple arrêt de travail encadré par des banderoles syndicales. C'est une véritable insurrection industrielle. Du jour au lendemain, les brasseurs prennent le contrôle total du site. De lourdes chaînes en acier sont enroulées autour des grilles principales et verrouillées par de massifs cadenas. Des barricades de fortune, constituées de palettes en bois, de fûts métalliques vides et de chariots élévateurs renversés, bloquent tous les accès à l'usine. En quelques heures, Adelshofen, l'ancienne fierté de la ville, s'est transformée en un camp retranché impénétrable. Les ouvriers ne sont plus des employés. Ils sont devenus les gardiens hostiles d'une forteresse assiégée. La réponse des autorités ne se fait pas attendre. Des dizaines de fourgons de la police anti-émeute, les CRS, encerclent rapidement le périmètre. L'image est surréaliste et d'une violence inouïe pour cette bourgade paisible. Des hommes en armure noire, boucliers transparents dressés, casques vissés sur la tête, font face à des pères de famille en bleu de travail, les traits tirés par la fatigue et le désespoir. Le silence qui s'installe de part et d'autre de la grille est lourd, électrique. C'est l'immobilité terrifiante qui précède l'assaut. Mais les ouvriers d'Adelshofen connaissent leur usine mieux que quiconque. Ils savent parfaitement qu'ils ne feraient pas le poids lors d'un affrontement physique direct avec les forces de l'ordre. Alors, ils abattent leur carte maîtresse, une carte qui glace immédiatement le sang des négociateurs dépêchés sur place. À l'intérieur de l'enceinte industrielle se trouvent d'immenses cuves pressurisées contenant de l'ammoniac et d'autres gaz industriels hautement toxiques, indispensables au système de refroidissement de la bière. Dans une manœuvre d'une audace désespérée, un groupe d'ouvriers se positionne stratégiquement autour de ces installations critiques.
Dans leurs mains calleuses, ils ne tiennent pas des pancartes, mais de lourdes clés à molette et des masques en fer. L'avertissement lancé à travers les grilles est clair, net et sans appel. Au moindre mouvement des forces de l'ordre pour forcer l'entrée, au moindre coup de matraque, les vannes seront brisées. Le niveau d'adrénaline atteint son paroxysme. Ce n'est plus un conflit du travail, c'est une prise d'otage à grande échelle, où les preneurs d'otages sont prêts à s'immoler avec leurs propres outils de production. L'air brûlant de juillet semble se figer. Les policiers reculent d'un pas. Une simple étincelle, un mouvement de panique ou un coup de clé trop brutal sur une valve de surpression pourrait déclencher une explosion chimique capable de raser la brasserie et de dévaster les quartiers résidentiels alentours. Les brasseurs, acculés par la machine financière de la multinationale, viennent de placer une bombe à retardement sous le nez de la République. La tension autour des grilles est insoutenable. Les heures s'étirent, étouffantes, rythmées par les allers-retours frénétiques des émissaires de l'État qui tentent de joindre la direction du géant néerlandais. À Amsterdam, les cadres en costume commencent enfin à transpirer. Le cauchemar des relations publiques qu'ils pensaient avoir évité est en train d'exploser en direct à la télévision française. Mais sur le bitume de Schiltigheim, les ouvriers ont besoin de prouver que leur détermination n'est pas un bluff. Il leur faut un acte fort, irréversible, une démonstration de force qui marquera les esprits sans pour autant déclencher l'apocalypse chimique. C'est alors qu'ils prennent une décision d'un symbolisme déchirant. Puisqu'on leur vole leur métier, ils vont détruire le fruit de leur labeur de leurs propres mains. Les brasseurs délaissent temporairement les cuves de gaz pour se diriger vers les immenses silos de stockage où reposent les brassins fraîchement terminés. Avec une lenteur solennelle, la rage au ventre, ils ouvrent les vannes de vidange des grandes cuves de bière. En quelques secondes, une cascade furieuse de liquide ambré se déverse hors des murs de l'usine, franchit le seuil des portails barricadés et vient inonder la rue principale. C'est une hémorragie industrielle. Des milliers et des milliers de litres de bière, le sang même d'Adelshofen, coulent à flot sur l'asphalte brûlant. L'écume blanche se mélange à la poussière de la chaussée. L'odeur puissante, âcre et sucrée du houblon et de l'alcool sature instantanément l'air de la ville. Les habitants de Schiltigheim, massés derrière les cordons de police, assistent, muets d'effroi et les larmes aux yeux, à ce suicide métaphorique. Ce liquide qui ruisselle dans les caniveaux, c'est leur patrimoine. C'est l'âme de l'Alsace que l'on jette littéralement aux égouts. L'image est d'une puissance dévastatrice. Les ouvriers préfèrent voir leur œuvre s'écouler dans la boue plutôt que de la laisser entre les mains de ceux qui les ont trahis. Ce sacrifice ultime provoque l'électrochoc escompté. Face à la menace d'un désastre industriel majeur et à la dégradation absolue de son image de marque, la direction de la multinationale cède à la panique et accepte l'ouverture de négociations d'urgence. Des réunions marathons, tendues à l'extrême, s'engagent sous la supervision des autorités préfectorales. Les brasseurs, épuisés mais intraitables, imposent leurs conditions avec l'énergie du désespoir. L'accord qui finit par être arraché dans la moiteur de l'été est historique par son ampleur financière. La multinationale est contrainte de débloquer une enveloppe colossale de 88 millions de francs pour indemniser les 101 salariés mis sur la touche. C'est une somme faramineuse, une prime de licenciement exceptionnelle censée réparer l'irréparable. Sur le papier, les syndicats annoncent une victoire retentissante. Le rapport de force a fait plier le géant. Les chaînes tombent des grilles, les ouvriers déposent leurs clés à molette et s'éloignent des cuves de gaz. Le siège est levé. Mais alors que les camions de nettoyage de la voirie viennent laver les rues collantes de bière, une sensation glaciale s'empare des grévistes. La colère brûlante retombe, laissant place à une lucidité amère. Ils ont obtenu de l'argent, beaucoup d'argent. Ces millions permettront de payer les traites des maisons, de subvenir aux besoins des familles, de retarder le spectre de la misère. Mais dans le fond de leurs yeux, en regardant une dernière fois les cheminées muettes de l'usine, ils comprennent la véritable nature de cet accord. Cet argent n'est pas une victoire. C'est le prix de leur silence. C'est le montant exact qu'une multinationale est prête à débourser pour s'acheter le droit de détruire impunément un siècle d'histoire. L'été incandescent s'achève sur un constat d'une tristesse absolue. Ils ont sauvé leur portefeuille, mais ils n'ont pas pu sauver leur dignité d'artisans. L'usine, malgré les millions,
est bel et bien morte. L'été a brûlé toutes ses cartouches, emportant avec lui la rage de juillet, les barricades de fortune et les dizaines de millions de francs d'indemnités arrachés dans la douleur. À l'aube du jeudi 31 août 2000, un calme cadavérique a remplacé le tumulte des mois précédents sur la commune de Schiltigheim. Ce n'est plus l'heure de l'insurrection, c'est l'heure de l'agonie. L'accord financier a été signé, l'usine est officiellement condamnée par le géant néerlandais, mais la logique froide du processus industriel exige une dernière danse macabre. Il reste encore des brassins en cours de fermentation, des cuves de garde à vider, des kilomètres de tuyauterie à purger. La direction a imposé que le site soit proprement arrêté, exigeant des ouvriers qu'ils procèdent eux-mêmes à l'exécution minutieuse et méthodique de leurs propres outils de travail. Ce jeudi-là et jusqu'au lendemain, le 1er septembre, les brasseurs d'Adelshofen accomplissent leur tâche avec la lenteur solennelle et le silence absolu des fossoyeurs. Dès qu'ils franchissent la cour intérieure pour ce qui sera leur toute dernière prise de poste, l'air semble d'une densité différente. La puissante odeur de céréales torréfiées et de houblon bouilli, cette signature olfactive qui a défini l'identité même de la ville pendant 136 ans, flotte encore lourdement dans l'atmosphère, mais elle a désormais le goût âcre de la nostalgie. C'est le parfum d'un fantôme qui s'attarde désespérément avant de se dissiper pour l'éternité. Dans la grande salle de brassage, la chaleur est toujours là, familière et étouffante, collant au bleu de travail. Les immenses cuves en cuivre rutilant reflètent une dernière fois les visages épuisés, cernés et vieillis prématurément de ces hommes. Il n'y a plus de sourire, plus de plaisanteries en dialecte alsacien lancées par-dessus le vacarme des moteurs. Les regards sont fuyants, embués, fixés sur les manomètres et les thermomètres de contrôle. Chaque geste est chargé d'une gravité insoutenable, presque religieuse. Lorsqu'un maître brasseur tourne une lourde vanne métallique pour stopper définitivement l'arrivée de vapeur, il sait pertinemment que ce mouvement est irréversible. C'est la dernière fois que ce métal tiède, patiné par des décennies de labeur humain, épousera la forme de sa paume calleuse. La méticulosité exigée en ce dernier jour confine à la cruauté psychologique. On leur demande de nettoyer l'usine, de la laisser immaculée pour les futurs liquidateurs et les experts immobiliers. Alors, avec une dignité poignante, ils nettoient. Ils frottent les carrelages blancs à l'acide, ils rincent la tuyauterie à grande eau, ils purgent les pompes avec le soin méticuleux d'un thanatopracteur préparant un corps pour la mise en bière. Puis vient le moment redouté de la déconnexion progressive. L'usine Adelshofen ne s'éteint pas d'un seul coup, d'une simple pression sur un interrupteur général. Elle meurt à petit feu, section par section, organe par organe. D'abord, c'est le secteur du concassage du grain qui s'arrête. Le bourdonnement sourd et vibratoire des moulins disparaît, laissant un premier vide sonore dans l'édifice. Ensuite, ce sont les pompes de transfert qui cessent de battre, privant le vaste réseau de tuyaux de ses pulsations régulières. Enfin, sur la chaîne d'embouteillage, la toute dernière bouteille de verre traverse le convoyeur. Le cliquetis mécanique, ce bruit d'usine saccadé et rythmique qui berçait le quartier jour et nuit, ralentit, hoquette et s'arrête net. À cet instant précis, un silence assourdissant, lourd et oppressant, s'écrase sur les milliers de mètres carrés de l'usine. Un silence industriel est quelque chose de profondément contre nature. Des machines titanesques, conçues pour hurler, vibrer et cracher de la vapeur sans interruption, sont brusquement figées dans une immobilité de mausolée. La dissonance est totale. L'usine est physiquement intacte. L'acier brille sous les néons. L'électricité parcourt encore les tableaux de commande, mais l'âme vient d'être arrachée. La grande machinerie est morte, et le silence qui suit est le son d'un empire qui s'effondre. Le vendredi 1er septembre 2000, en fin d'après-midi, il n'y a plus rien à vider, plus rien à nettoyer, plus rien à éteindre. Le processus d'arrêt industriel est totalement achevé. Dans les vestiaires des employés, l'ambiance est sépulcrale. Sous la lumière blafarde des néons grésillants, les hommes enlèvent leur tenue de travail pour l'ultime fois. Les mouvements sont lents, hésitants, engourdis, comme s'ils cherchaient à étirer ces dernières secondes, à repousser l'inévitable moment où il faudra franchir la ligne de démarcation pour retourner à la vie civile. Les portes des casiers métalliques claquent, un bruit sec et solitaire qui résonne étrangement dans le silence nouveau du bâtiment.
Beaucoup vident les vestiges de leur carrière dans de simples cartons de récupération. Une vieille tasse à café ébréchée, un calendrier syndical corné, une paire de gants de protection usés jusqu'à la corde et des dizaines de photos de famille épinglées à l'intérieur des portes depuis des décennies. L'histoire entière d'une vie professionnelle, le dévouement absolu de plusieurs générations, brutalement condensé et balayé dans une vulgaire boîte en carton. Lorsqu'ils sortent enfin des vestiaires, ils ne se dispersent pas immédiatement. Comme guidés par un instinct grégaire, par le besoin vital et humain de partager ce fardeau écrasant, les 101 hommes se rassemblent spontanément dans la grande cour d'honneur. Le ciel de la fin d'été commence à prendre des teintes crépusculaires, projetant des ombres longues et déformées sur les majestueuses façades de briques rouges. C'est l'heure exacte où, d'ordinaire, la frénétique équipe de nuit prend le relais, où les phares des camions de livraison viennent balayer les murs pour les expéditions nocturnes. Mais aujourd'hui, l'air est glacialement immobile. Ils marchent ensemble, d'un pas lourd et traînant, en direction du grand portail en fer forgé. Le trajet, qui ne fait que quelques dizaines de mètres, leur paraît être un pèlerinage interminable. C'est le cheminement silencieux de la condamnation. À chaque pas, c'est un morceau de leur identité, une part de leur utilité sociale qu'ils abandonnent sur les pavés de Schiltigheim. Certains s'arrêtent une seconde, se retournent, balayant du regard les hautes cheminées muettes et les grandes fenêtres aveugles des ateliers, cherchant désespérément à imprimer chaque contour dans leur mémoire. D'autres gardent la tête obstinément baissée, les mâchoires atrocement serrées, luttant pour empêcher les larmes de couler devant la fraternité ouvrière. Ce n'est pas seulement un lieu de production qu'ils fuient, c'est un sanctuaire familial, un héritage transmis par leurs pères et leurs grands-pères, qui s'éteint aujourd'hui sous leur garde, les laissant dans une impuissance absolue. Arrivés à la limite de la propriété, ils franchissent les grilles. Sur le trottoir, l'air pur et anonyme de la ville remplace la chaleur familière de l'usine. C'est une expulsion physique et psychologique. Le dernier homme à sortir, l'un des techniciens les plus anciens du site, se voit confier la tâche la plus cruelle, celle du bourreau involontaire. Avec des mains calleuses qui tremblent visiblement, il ramène les deux lourds battants du portail l'un vers l'autre. Le grincement sinistre de la vieille ferraille résonne lugubrement dans la rue déserte. Il prend ensuite une chaîne épaisse en acier trempé, l'enroule fermement autour des barreaux et y insère un lourd cadenas industriel. Le déclic métallique du peigne qui se verrouille claque comme un coup de fusil dans la lumière déclinante. Ce simple bruit sec, implacable, scelle officiellement la mort de la brasserie Adelshofen. Il n'y a pas de discours de remerciement de la part de la direction. Pas de cérémonie d'adieu. Les dirigeants d'Amsterdam sont déjà loin, concentrés sur d'autres dossiers d'optimisation, d'autres acquisitions hostiles, d'autres lignes comptables à maximiser. Seuls ces hommes, en larmes, se tiennent là, regroupés sur le trottoir étroit, face à des grilles définitivement closes. Ils se serrent la main, s'échangent de brèves et rudes étreintes, s'adressent des mots de réconfort étouffés par les sanglots. Puis, le dos voûté par la défaite, ils se dispersent lentement dans les rues de Schiltigheim, s'effaçant dans la ville et ramenant le silence avec eux. La capitale française de la bière vient de perdre un organe vital. La nuit tombe définitivement sur un empire de briques rouges qui, pour la toute première fois depuis sa fondation en 1864, ne se réveillera pas le lendemain matin. L'usine, fierté de la région, est instantanément passée du statut d'écosystème vibrant à celui de cadavre de béton. Un immense cimetière industriel posé en plein cœur de la ville, annonçant le début d'une longue, très longue agonie patrimoniale. 8 années se sont écoulées depuis que le lourd cadenas industriel a scellé les grilles d'Adelshofen. Pendant près d'une décennie, l'immense complexe de 11 hectares est resté figé en plein cœur de Schiltigheim. Le bâtiment en briques rouges s'est transformé en une carcasse fantomatique, un monument silencieux rappelant quotidiennement aux habitants la trahison de l'an 2000. La nature a lentement commencé à reprendre ses droits, le lierre grimpant le long des cheminées éteintes et l'herbe perçant l'asphalte de la cour d'honneur. Mais pour les multinationales et les promoteurs, un terrain d'une telle envergure, situé dans une zone urbaine à fort potentiel immobilier, n'a pas vocation à servir de mémorial. Il représente une anomalie financière qu'il faut effacer. L'année 2008 marque l'acte final de cette tragédie industrielle.
Ce ne sont plus des cadres en costume qui franchissent les portes de l'usine, mais des flottes de pelleteuses, de bulldozers et de grues de démolition. La direction a pris la décision définitive de raser le site, gommant ainsi les preuves physiques de ce qu'ils ont détruit. La démolition est méthodique, assourdissante et d'une violence visuelle inouïe. Les murs centenaires, qui avaient résisté aux hivers rigoureux, aux 2 guerres mondiales et aux multiples crises économiques, s'effondrent un à un sous les assauts implacables des machines hydrauliques. Le fracas de l'acier tordant les poutres métalliques remplace le bruit régulier des lignes d'embouteillage. Une épaisse poussière de béton et de briques pilées s'élève dans le ciel alsacien, recouvrant les rues environnantes, les pare-brises des voitures et les balcons d'un voile grisâtre. C'est comme la cendre volcanique d'une éruption destructrice. Pour les anciens brasseurs et les habitants historiques de la ville, qui assistent au spectacle depuis les trottoirs, tenus à distance par des grillages de chantier, c'est une deuxième mise à mort. La première, 8 ans plus tôt, leur avait arraché leur gagne-pain et leur dignité professionnelle. Celle-ci leur arrache leur sanctuaire. Derrière ces grilles, ils ne voient pas seulement des murs s'écrouler. Ils voient la disparition de la salle de pause où ils célébraient les naissances, de la cour où ils garèrent leur vélo dans le brouillard matinal et des caves profondes où ils avaient conçu la légende de l'Adel Scott. Chaque coup de bélier est une attaque directe contre la mémoire collective. De cet empire titanesque, les engins de chantier ne laissent finalement qu'un seul et unique vestige debout, la Villa Weber. Cette élégante bâtisse bourgeoise, autrefois résidence des directeurs historiques de la brasserie, est épargnée par les boules de démolition. C'est une concession minime faite aux défenseurs du patrimoine, un choix urbanistique presque cynique pour apaiser les consciences locales. Pourtant, au lieu d'apporter un réconfort, cette villa solitaire, isolée au milieu d'un paysage de cratères et de gravats, ne fait qu'accentuer le sentiment de perte. Amputée de son usine, la Villa Weber ressemble à une pierre tombale prestigieuse posée sur une immense fosse commune, industrielle. Elle est le gardien muet d'un monde englouti. Une fois le terrain totalement nivelé et expurgé de ses fantômes d'acier, le rouleau compresseur de la réhabilitation urbaine se met en marche. Là où battait le cœur ouvrier de l'Alsace, les architectes dessinent les plans d'un vaste écoquartier. En l'espace de quelques années, de nouveaux immeubles résidentiels sortent de terre. Ils répondent aux normes environnementales les plus strictes, avec leurs balcons végétalisés, leurs façades immaculées, leurs pistes cyclables et leurs allées piétonnes proprettes. C'est l'évolution implacable des villes européennes au XXIe siècle. La mutation de la production vers la consommation, de l'industrie lourde bruyante vers le résidentiel éco-responsable et silencieux. Sur le papier glacé des brochures municipales, le projet est présenté comme un triomphe absolu de reconversion urbaine. Cependant, la dissonance est palpable pour quiconque connaît l'histoire des lieux. En se promenant aujourd'hui dans les allées calmes de cet écoquartier, on ressent un vide identitaire que le marketing vert ne peut combler. Un ensemble résidentiel moderne peut abriter des centaines de familles, mais il ne tisse pas les liens d'une véritable communauté comme le faisait la brasserie. Il n'y a plus de sirènes pour marquer les changements d'équipe, plus d'odeurs capiteuses de moucheaux flottant dans l'air de novembre. Les nouveaux résidents qui garent leurs véhicules dans les parkings souterrains ignorent pour la plupart qu'ils dorment exactement au-dessus des anciennes galeries de fermentation où maturait l'or liquide de la région. La tentative d'effacer le passé sous une épaisse couche de béton frais a fonctionné sur le plan topographique, mais elle a tragiquement échoué dans les esprits. Adelshofen a cessé d'être un lieu géographique pour se muer en une cicatrice psychologique indélébile. Une blessure invisible, ancrée dans le sol de Schiltigheim, qui rappelle à chaque génération le prix cruel de l'amnésie économique. Le site a été pacifié, standardisé, rendu silencieux. Mais ce silence de l'écoquartier n'est pas celui de la tranquillité. C'est le silence pesant d'une histoire qu'on a voulu enterrer vivante et qui allait servir de sinistre préfiguration pour les autres joyaux industriels de la région. La tragédie d'Adelshofen ne s'arrête pas au fracas des pelleteuses, ni au nivellement de ses murs en briques rouges. L'histoire économique moderne regorge d'usines fermées, de rideaux de fer baissés et de bassins d'emploi sinistrés. Mais ce qui s'est joué à Schiltigheim à l'aube du XXIe siècle dépasse largement le cadre d'une simple restructuration industrielle.
c'est le cas d'école parfait, froid et terrifiant, d'un phénomène beaucoup plus insidieux, le vampirisme culturel opéré par les multinationales. Le véritable drame ne réside pas seulement dans la destruction d'un outil de travail, mais dans le vol pur et simple de l'identité d'un territoire. Pour comprendre la profondeur de cette blessure, il faut regarder au-delà des bilans comptables. Lorsqu'une usine comme Adelshofen s'éteint, ce n'est pas seulement une ligne de production qui s'arrête, c'est un écosystème entier qui s'effondre. Pendant plus d'un siècle, la brasserie avait dicté le rythme de la ville. Elle faisait vivre les agriculteurs locaux qui fournissaient le grain, les artisans qui entretenaient les immenses cuves en cuivre, les transporteurs et jusqu'aux petits bistrots du coin de la rue où les ouvriers se retrouvaient après leur quart. En coupant la tête de l'usine, le géant néerlandais a sectionné les artères vitales de tout un réseau économique souterrain qui a fini par s'assécher dans un silence assourdissant. Plus grave encore, et c'est la rupture générationnelle. À Schiltigheim, devenir brasseur n'était pas un choix de carrière par défaut, c'était un héritage. Le savoir-faire empirique, cette capacité quasi instinctive à juger la qualité d'un mou à son odeur ou à évaluer la maturité d'une fermentation, se transmettait de père en fils. Avec la fermeture, cette longue chaîne de transmission ininterrompue depuis 1864 a été brutalement brisée. Les anciens n'ont plus eu d'apprentis à qui confier leurs secrets. L'artisanat industriel alsacien a été relégué au rang d'antiquité, supplanté par la standardisation globale. Les enfants de Schiltigheim ne travailleront plus dans l'odeur du houblon. Ils grandiront dans un écoquartier dortoir, totalement déconnecté du passé glorieux de leur propre sol. Ce qui rend cette histoire d'autant plus amère, c'est l'illusion soigneusement entretenue par le système économique qui a orchestré cette mise à mort. Aujourd'hui encore, dans les rayons des supermarchés européens, des consommateurs achètent des bières portant des noms à consonance régionale, attirés par des étiquettes qui vantent la tradition, le terroir et l'authenticité. Ce qu'ils ignorent, c'est que ces bouteilles sont souvent produites à des centaines, voire des milliers de kilomètres de leur lieu d'origine, dans des méga-complexes industriels totalement déshumanisés. C'est le cynisme absolu du marketing moderne. La multinationale a détruit le créateur originel de Schiltigheim, mais elle continue d'exploiter son fantôme et son folklore pour maximiser ses profits à l'échelle planétaire. Le terroir n'est plus une réalité géographique. Il a été réduit à un simple argument de vente imprimé sur une étiquette. Le plus terrifiant dans le démantèlement d'Adelshofen, c'est qu'il ne s'agissait que d'un sinistre brouillon, une répétition générale. Les habitants de la cité des brasseurs croyaient avoir touché le fond de l'horreur économique en l'an 2000. Ils pensaient que le sacrifice de cette première usine suffirait à rassasier l'appétit du géant. Mais la machine financière ne s'arrête jamais. Elle avait simplement testé sa méthode, jaugé la résistance syndicale et calculé avec précision le prix d'achat de la paix sociale. 9 ans plus tard, en 2009, l'histoire balbutiera avec une cruauté mathématique. La grande brasserie Fischer, l'ancien rival devenu l'allié historique, le fleuron intouchable du groupe, subira exactement le même sort. Les mêmes dirigeants lointains appliqueront le même mode opératoire implacable, avec les mêmes arguments de rentabilité globale. La cité des brasseurs sera définitivement rayée de la carte de l'industrie brassicole. La chute d'Adelshofen résonne aujourd'hui comme un avertissement tragique pour toutes les entreprises locales d'excellence. Elle nous rappelle qu'au grand casino de la mondialisation, le patrimoine, la loyauté et la qualité du travail ne pèsent absolument rien face à la promesse d'un dividende immédiat pour des actionnaires invisibles. Schiltigheim a perdu ses cheminées, ses odeurs sucrées et le vacarme rassurant de ses lignes d'embouteillage. Il ne reste qu'un verre vide, un verre d'une tristesse infinie, au fond duquel on peut lire le reflet glaçant d'une époque qui a décidé que tout s'achète, tout se délocalise et que l'âme d'une région peut être liquidée pour le prix de quelques millions. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans les rues de Schiltigheim, l'air n'a plus ce parfum lourd et enivrant de malt grillé. L'écoquartier qui se dresse sur les cendres d'Adelshofen est paisible, verdoyant, presque clinique. Mais pour ceux qui prêtent l'oreille, le silence de ces allées proprettes résonne encore du fracas des chaînes d'embouteillage et de la colère des hommes trahis. L'histoire d'Adelshofen n'est pas qu'un simple fait divers économique enfoui dans les archives de l'Alsace. C'est le symptôme universel et terrifiant d'un système financier
qui a délibérément rompu tout contact avec le tissu social réel. Ce qui s'est passé derrière ces grilles en l'an 2000, c'est l'histoire de la sidérurgie en Pennsylvanie, de l'horlogerie traditionnelle, du textile dans le nord de l'Europe ou de l'automobile à Détroit. C'est un avertissement permanent, écrit en lettres de sang industrielles. Lorsqu'un conglomérat mondial rachète une fierté locale, il n'acquiert pas un héritage pour le perpétuer. Il achète une menace pour l'éliminer. Nous avons laissé la rationalisation à outrance dicter la valeur de nos patrimoines. En acceptant d'échanger des savoir-faire séculaires contre des promesses de synergie et des dividendes trimestriels, nous n'avons pas seulement vidé nos usines, nous avons vidé nos territoires de leur âme. Le ver alsacien est aujourd'hui définitivement vide. Et le plus tragique dans ce constat, c'est que la machine qui l'a brisé continue de tourner à plein régime, plus puissante et insatiable que jamais, cherchant déjà sa prochaine cible sur la carte du monde. Et chez vous, avez-vous vu les hautes cheminées de votre région s'éteindre sous le poids de la mondialisation? Votre ville abrite-t-elle aussi les fantômes d'une industrie sacrifiée? Partagez l'histoire de votre territoire dans les commentaires ci-dessous, car cette mémoire ne doit pas disparaître. Si ce documentaire vous a touché et que vous souhaitez comprendre comment d'autres grands empires industriels ont fini par s'effondrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Parce que chaque usine qui tombe porte en elle une histoire qui mérite d'être racontée.